Je vais avoir du mal à passer la parole à Florian, mais vraiment, c'est à vous la parole. J'espère que vous allez intervenir nombreux. Si vous avez des questions, des éclaircissements à demander sur les interventions ou sur la synthèse qu'a présentée Elisabeth, ou simplement pour témoigner de votre expérience de déposant. Voilà. Il faudra circuler le micro et voilà, je vous en prie, n'ayez pas peur de poser la première question. Je sais que c'est toujours délicat. J'organise le groupe APABIS à Paris, qui est un groupe d'écriture. Dans la discussion, j'ai vu apparaître en filigrane un sujet qui me pose problème. C'est justement quand on écrit un texte autobiographique, on s'engage soi-même, mais on en engage d'autres parce qu'on parle de ses proches, de ses rencontres, etc. Est-ce que certains ont été confrontés à des relations tendues, à des problèmes? Comment on peut gérer ça? J'avoue que pour moi, ça serait un peu... Bon, ça me poserait question pour une publication, pas au sein de l'APA, l'autorisation de diffuser pour la recherche et autres, mais pour une grande diffusion, c'est quelque chose qui me poserait problème. Donc, je me demandais si certains avaient été confrontés, s'ils avaient une expérience, comment ils s'en étaient sortis. Non, mais je ferais bien la paix. Ce que j'ai fait ce matin, le groupe APABIS, qui est un groupe d'écriture à Paris, recruterait bien une ou deux personnes pour participer. Voilà. Est-ce que, bon, peut-être que personne n'a de réponse, hein, mais, ou enfin des réponses sûrement, mais des avis. Oui. Robert Ozanne. Pour répondre à la question que vous posiez, il y a plusieurs... Pour répondre à la question que vous posiez, il y a plusieurs cas. Soit il s'agit de personnes qui sont décédées, donc en particulier, en principe, vous évitez de citer des noms et uniquement des prénoms. Et puis lorsque vous avez affaire à des personnes qui sont proches de vous et qui sont vivantes, la meilleure solution, c'est vos écrits, vous les leur soumettez avant de diffuser. C'est certainement la solution. Si vous voulez donner peut-être un élément sur mon expérience personnelle par rapport à ça, j'avais effectivement écrit un texte bien avant de connaître l'APA, et je dois dire que je me suis longtemps posé la question de savoir est-ce que je le dépose, parce qu'il y avait un certain nombre d'aspects de cet ordre-là qui me gênaient. Alors finalement, je l'ai déposé sur ce nous, mais l'autre aspect que je retiens de ça, c'est qu'après, j'ai continué à écrire, mais j'ai continué à écrire en me disant, mais oui, il n'y en a pas, et je vais sûrement déposer les choses, je vais sûrement déposer un certain nombre de choses, et donc je pense que ça a un peu influencé mon écriture sans que je parle d'autocensure, mais une espèce de... Voilà, me dire j'écris, mais je sais que j'écris, et j'écris pas uniquement pour moi, je sais que sans doute je déposerai, et donc je pense que ça influence certainement la façon d'écrire, mais voilà, c'est pas... Pour autant, je ne pense pas que ça soit faux, quoi, que ça soit... Donc j'accepte ça, je le valorise, mais je me rends bien compte que maintenant, quand j'écris, il y a aussi cette petite idée que j'ai bien envie que ça soit partagé, donc je fais un petit peu attention à certaines choses. Voilà. Oui, je voulais faire état de deux petites remarques. La première, c'est une réflexion tout à fait personnelle. Bon, j'ai souvent parlé de ce que je faisais à l'APA depuis longtemps, n'est-ce pas, Michel? Et j'ai toujours senti une espèce de réticence de ma famille et à l'idée qu'éventuellement je puisse
mettre au grand jour des secrets de famille qui n'existent pas, alors que, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui avaient été en captivité, qui avaient écrit des choses que je trouvais absolument passionnantes, bien écrites et tout. Et quand j'ai émis le désir qu'après les avoir lus, peut-être on aurait pu les déposer à l'APA, j'ai senti une réticence très nette. Et j'ai une autre expérience d'un cousin qui a fait une autobiographie extrêmement documentée, extrêmement recherchée, etc., en plusieurs volumes. Et j'avais manifesté le désir de les lire. Bon, il me les a passés, j'allais dire, sous le manteau. Et je lui ai demandé récemment de m'envoyer un des fascicules parce que je ne le retrouvais plus. Il me l'a donné 2 mois après, on ne se voit pas très souvent. Et près d'une semaine après, il m'a téléphoné en disant « Mais Véronique, c'est bien pour ta lecture personnelle, on est bien clair là-dessus. » Et je sentais que si je lui avais dit « Ah non, j'ai l'intention de les déposer à l'APA », ça aurait été la rupture totale. Bon, c'est une anecdote, mais je pense que c'est dans les familles, ça n'est pas rare. Et alors, la seconde expérience que j'ai faite, c'est en tant que lectrice. Un jour, je suis contactée par un monsieur qui me dit « J'ai rassemblé un certain nombre de journaux personnels et de pièces, notamment le journal de ma mère pendant la guerre. Je les ai enregistrés sur une clé USB, je les ai photocopiés. Est-ce que ça peut vous intéresser ?» Donc, je ne sais plus par quel biais la lettre m'était parvenue. Je réponds « Oui, en effet, c'est très intéressant. » Et ce monsieur me propose un rendez-vous à un café que certains d'entre vous connaissent bien, le café du livre. Et je suis allée avec Véronique Montémont, qui est plutôt quelqu'un qui écrit dans la faute à Rousseau, mais qui s'intéresse énormément à l'autobiographie pour d'autres raisons. Ce monsieur extrêmement gentil nous montre un gros classeur avec des photocopies extrêmement bien faites, tout ça très très organisé, me donne une clé USB avec non seulement ce journal, mais plein d'autres pièces, et me dit « Voilà ce que j'ai ». Or, il avait amené sa sœur, d'après ce que j'ai compris, et sa sœur, très très vite, commence à s'énerver en disant « Mais je ne suis pas du tout d'accord, et mon droit à l'image ». Alors, on était un peu surprise, parce que nous, Véronique et moi, on était un petit peu étonnés de cette réflexion. Le monsieur avait l'air très très gêné. Et on a dit, bon, bah écoutez, réfléchissez un peu. Et il m'a quand même confié un gros classeur et la clé USB que j'ai toujours. Bien. 15 jours après, il m'a réécrit en me disant, vous avez pu voir qu'il y avait quelques difficultés, mais ça va s'arranger. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce monsieur, dont j'ai conservé toujours le gros dossier. Je ne l'ai évidemment pas déposé à l'APA. J'ai regardé la clé USB, il y avait énormément de choses. Le journal, je crois l'avoir lu en entier, je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, ce que j'en ai lu était passionnant. C'était le journal d'une femme pendant la guerre. Et ce fonds, il est chez moi. Et je n'ai en aucun cas le droit de le déposer à l'APA. Je ne peux plus contacter ce monsieur à qui j'ai écrit plusieurs mails, d'autant plus que, il se trouvait qu'il allait en vacances près de Granville à un endroit... Non, qu'il habitait près de Granville à un endroit où je vais souvent en vacances. Il y a quelqu'un parmi nous qui saura très bien de l'endroit où il s'agit. Et je lui avais dit, écoutez, la prochaine fois que je vais à Granville, on va dire, ça serait bien qu'on se rencontre. Et puis, plus jamais de nouvelles. Et à chaque fois, cette grosse boîte verte extrêmement, à la fois volumineuse et visible, et cette clé USB me donne des remords, mais je ne peux pas faire mieux que de mettre ça aux objets trouvés. Voilà, c'était une expérience que je voulais juste communiquer. Je crois que Gérald voulait parler. J'ai déposé le journal de ma mère. Et je vais vous raconter, pas le journal, le récit de vie de ma mère. Ma mère n'avait jamais écrit quoi que ce soit, sinon de la correspondante. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup écrire, une épiste, donc assez proche, mais elle écrivait comme elle parlait dans un français très courant, tout à fait correct, mais très très courant. Et quand elle a eu 85-86 ans, elle a eu envie d'écrire sa vie parce qu'elle avait lu Le panier de houblon de, je ne sais plus, l'écrivain alsacien, juif alsacien, ici, poète,
Claude Vigée, le panier du bleu, qui racontait son enfance dans un village alsacien. Elle a eu envie de raconter son enfance et puis sa vie. Donc elle l'a fait tout doucement au fil des années. J'y croyais pas, j'étais sûr qu'elle allait arrêter très vite parce que c'était pas son truc d'écrire un livre en tout cas. Et puis elle a continué comme ça. Et puis moi j'étais derrière, je le saisissais sur mon vieil Amstrad à l'époque, année après année. Et puis ça traînait un peu parce qu'elle avait du mal de finir le récit de sa vie parce qu'elle avait peut-être l'impression qu'en finissant le récit de sa vie, elle finirait sa vie elle-même. Et moi aussi j'avais cette impression et je n'osais pas lui dire « Allez, maintenant il faut arrêter ». Et quand même à un moment donné, je lui ai dit « Allez, il faut arrêter ». Donc elle a fini ça d'une manière très émouvante en disant « Je vous embrasse tous » comme une lettre si vous voulez. Et puis donc elle était très fière d'avoir fait ça, je lui ai imprimé, etc. On l'a distribué juste à la famille, juste aux très proches. Hein. Et le soir, elle me téléphone en larmes. Elle s'était fait engueuler par ma sœur aînée. Et les deux sœurs avaient parlé l'une avec l'autre. La plus jeune en avait parlé à la sœur aînée. Et la sœur aînée se dit, c'est pas possible, tu peux pas parler comme ça. Or, c'était très très anodin. Je savais ce qu'elle avait écrit. Je n'avais absolument pas corrigé. Donc, bon, je me suis évidemment engueulé avec mes sœurs. Ça, c'était classique dans les familles. Et ce que j'ai fait quelques années après, ou quelques mois après, je ne sais pas si ma mère était encore vivante, peut-être, je crois que oui. Eh ben, je l'ai déposé à l'appât sans le dire à mes sœurs. Voilà, c'était peut-être pas bien, mais c'était mon expérience. Brigitte Baudin, voilà, donc mon expérience est un peu différente, tout en ressemblant à la vôtre, forcément. Moi, j'ai commencé à écrire parce que je sentais qu'un drame se passait dans ma famille. Donc j'ai d'abord écrit sur un journal, voilà, et j'écrivais essentiellement tout ce qui, dans la littérature, dans l'art, me semblait pouvoir m'aider à affronter ce qui allait se passer. En 2004, ça s'est passé, ma famille a implosé, il y a eu deux décès, et j'ai commencé à écrire ensuite. Alors j'ai toujours tenu mon journal, donc j'en suis au numéro 100, avec moult citations de tous les auteurs qui m'aident encore, et après, toutes les émotions qui avaient été un peu renfermées, je les ai passées en poésie. Donc après, je n'ai écrit que de la poésie et je n'ai fréquenté que des cercles poétiques et j'ai fréquenté des cercles de lecture pour commenter des livres que nous avions à lire ensemble. C'est dans un des cercles de lecture que j'ai entendu parler de l'APA. Une femme qui connaissait cette association m'en a parlé et ça m'a intéressée. Donc j'ai pris toutes les coordonnées et j'ai appris qu'il y avait des groupes. Donc il y en avait qui se rassemblaient à Paris dans un café qui est près de Saint... je ne sais plus comment, Saint quelque chose, près de Saint-Germain en tous les cas. Et donc j'ai rencontré un groupe de lecture, je voulais poser les problèmes qui apparemment ressortent, à savoir le scrupule qu'on pouvait avoir à raconter comme ça des choses assez douloureuses, des choses assez dures qui impliquent les personnes qui vous entourent. Et puis après, ce que j'avais à raconter étant tellement douloureux, je ne voulais pas que ce soit non plus trop pathétique. Donc je voulais rencontrer d'autres personnes qui peut-être avaient été confrontées à ça. Est-ce que j'en rajoute pas? Est-ce qu'il faut peut-être que je modère? Et est-ce que ça pose des problèmes avec ses proches? Pour être franc, là, il y a un bémol, c'est que ce groupe-là, il ne fonctionnait plus. Les personnes qui étaient dedans n'avaient qu'une envie, c'était soit de se faire éditer, donc on ne parlait que de leurs éditeurs, de leurs éditions, etc. Moi, je voulais lire ce qu'elles avaient écrit. Il y en a une qui m'avait dit, moi, de toute façon, j'ai écrit ça, et quoi que vous puissiez en dire, je n'en ai rien à faire, de toute façon, c'est ça ou rien, donc j'avais bien compris le truc. Et puis, je sais pas, 6 mois après, le groupe s'est dissous comme ça, on m'a juste un mail. Le groupe n'aura plus lieu, allez voir ailleurs s'il n'existe pas un autre groupe sur Paris. Donc, bon, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, à savoir j'ai arrêté, mais je n'ai pas arrêté avec l'APA. Donc, j'ai continué à écrire, et puis je les ai envoyés.
écrit après écrit, quatre récits, et que c'est arrivé dans un groupe à Strasbourg. Et là, les échos de lecture m'ont vraiment fait très plaisir. Une grande attente. Voilà, on a le numéro. Très surprise d'entendre qu'on nous remerciait. Nous recevons avec reconnaissance, parce que moi, j'étais plutôt reconnaissante que des gens veuillent bien me lire. Et puis, après, on attend, on relit le truc en disant est-ce que ça va aller. Et puis, j'avais envoyé 4 livres, 4 livrets et 4 échos de lecture. Donc, c'était très réconfortant de se dire que notre histoire, elle prenait forme et que quelqu'un était capable de le lire. Ensuite, dans ma famille, autour de moi, la famille de toute façon avait implosé. Donc, il y en a qui me lisent encore, il y en a qui me lisent, mais la plupart des gens qui étaient autour de nous s'est éloigné de toute façon. Donc, le problème ne se pose plus. J'ai pas de scrupules avec eux. Et puis ensuite, j'ai repris une autre forme de biographie. Et c'est un groupe de Paris qui me lit. Voilà, et j'ai pris un fil directeur qui est Montaigne, qui est celui qui m'aide le plus à traverser les épreuves de la vie, et puis qui a une philosophie qui est très encourageante, en tous les cas, qui m'amuse. Et puis maintenant, je suis en lien avec un groupe parisien, et pour moi, c'est toujours une grande émotion d'entendre votre numéro et le 7297, voilà. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est combien de personnes étaient dans ces groupes de lecture, combien de livres chaque groupe de lecture avait, livres ou tapuscrits ou documents avait à lire, comment vous faites un écho, mais les autres n'ont rien à en dire s'ils n'ont pas lu. Vous êtes une seule personne du groupe à lire le document. Donc il n'y a pas une confrontation, je suppose. Voilà. Donc le groupe de lecture reçoit, j'aurais voulu savoir comment ça fonctionnait. Voilà. Et merci à tous ceux qui font fonctionner la part, parce que pour moi c'est très important. Peut-être je crois que Véronique peut vous répondre au sujet du groupe de lecture. Je crois qu'il y a des intervenants aussi à gauche et à droite. Mais si Véronique peut vous répondre au sujet du groupe de lecture. Si vous voulez, pour le fonctionnement du groupe de lecture, on reçoit, disons, une fois par mois, fréquence de nos réunions à peu près, disons, 5 à 6 textes. Actuellement, je crois pouvoir dire que dans les groupes de lecture qui fonctionnent, il y a 7 personnes au maximum. Et il y a 3 groupes de lecture. 4 groupes de lecture. Donc, nous nous réunissons. Je parlais pour le groupe de lecture de Paris, mais je crois que c'est le même fonctionnement. Nous nous réunissons, nous distribuons les textes nouveaux dont nous n'avons connaissance juste par un tout petit résumé extrêmement bien fait qui est rédigé par Florian qui reçoit le texte. Donc nous distribuons ces textes nouveaux. Ensuite, nous passons à la circulation des textes, c'est-à-dire que chacun lit l'écho du texte qui lui a été attribué, qu'il a choisi à la séance précédente. Il le lit à voix haute. Quelquefois, on a même reçu l'écho avant, ce qui nous permet de connaître l'écho. Et il parle un petit peu, une fois qu'il a lu son écho, il en parle un petit peu. Donc, on lui donne notre avis sur son écho. Et effectivement, quelquefois, on n'a pas lu le texte. Mais une fois cet écho fait, la personne qui l'a rédigé intègre les corrections grammaticales ou autres qu'on lui a signalées et l'envoie au déposant. Mais le texte reste dans le groupe et bien souvent, au lieu de repartir immédiatement en Berrieux, il est passé à une autre personne du groupe qui le lit et qui en dira à la séance suivante éventuellement « Ah, ça m'a beaucoup intéressé » ou au contraire « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta lecture ». Mais c'est le premier écho qui compte. Donc le texte, il circule. Et par exemple, il y a des musts, il y a des textes qui circulent, qui ont été lus par
l'ensemble du groupe de lecture, ou même dans d'autres groupes de lecture à qui on a dit « Ah ben tiens, on vous a envoyé Dupont. Ah, Dupont, en effet, très intéressant. » Je plaisante un petit peu. Donc il y a quand même il est rare que le texte reparte immédiatement en Berrieux après la première lecture. Et ensuite, on discute toujours dans ce groupe de lecture de la réception de l'écho auprès du déposant. Et c'est là où, quelquefois, je trouve que ça pose plus de problèmes qu'on ne l'a dit, c'est-à-dire que, quelquefois, les réactions des déposants, et je ne citerai évidemment pas d'exemple, les réactions des déposants à notre écho sont quelquefois un peu brutales, un peu agressives, et c'est assez désagréable. Ou alors, des corrections de style, quelquefois faites à l'encre rouge et comme une maîtresse d'école corrigeant des copies. Et là, je dois dire que c'est un petit peu agaçant, pour le moins, pour les écoteurs qui se sont toujours engagés à lire entièrement le texte, et quelquefois c'est 400 pages, et qui ont essayé d'être le plus objectif possible et de rendre compte de la lecture. Donc je voulais porter un tout petit bémol à l'accueil enthousiasme des échos par le déposant, mais Claudine l'a très bien dit. Ensuite, le déposant répond, on corrige également s'il relève des erreurs factuelles, ça on corrige sans aucun problème. S'il y a des corrections qui nous demandent et qui changent notre lecture, on discute avec lui parce que nous considérons que nous n'avons pas à nous imposer, on ne doit pas nous imposer une forme d'écriture de l'écho. Elle nous appartient. L'écriture de l'écho nous appartient. On corrige évidemment immédiatement tout ce qui peut être erreur factuelle ou d'interprétation, c'est-à-dire que je dis que Michel Vanet est parti à Tahiti alors qu'il est parti au Mexique. Michel Vanet va me répondre et je corrigerai tout de suite. Ce n'est pas un exemple vécu, Michel. Voilà. Donc, une fois que le déposant a répondu, effectivement, quand même, la plupart du temps favorable, et nous remercions de notre travail, l'écho part, comme vous le savez, sur le site, dans le futur garde-mémoire, et quelquefois incite le déposant à déposer d'autres textes. Mais il y a quand même toujours une discussion, et c'est rare qu'il y ait vraiment un seul lecteur du texte. Voilà. Surtout que quelquefois, quand il y a des suites ou des journaux, on essaie de se répartir dans le groupe, c'est-à-dire je prends le tome 1 et 2, ma voisine prend le tome 3 et 4, et par exemple, on a en tête dans notre groupe un ensemble de 40 cahiers qui nous posent problème, et on a trouvé, pour solutionner le problème, de s'en répartir l'écriture, de se répartir la lecture et l'écriture de l'écho, parce que ça aurait été lourd de faire à soi tout seul le compte-rendu d'un texte aussi important et qui, par ailleurs, pose... Je suis Daniel Châtelain. J'ai déposé 4 ou 5 textes il y a quelques années. Merci pour cette analyse des déposants. Je serais personnellement intéressé à l'équivalent pour les consultants des textes de l'APA. Et en particulier, évidemment, les consultants éventuels des textes que j'ai déposés. Alors, derrière ma question, derrière ma demande, il y a une demande. Je comprends très bien que, à l'APA, des récits, autobiographies, l'aspect littéraire soit fondamental et l'emporte. Ceci dit, je serais preneur d'analyse sociologique, je sais qu'il y en a eu aussi, mais de plus d'analyse sociologique. Peut-être que le fond n'est pas suffisant pour que ça soit pertinent, mais pourquoi pas? Je pense que maintenant, le fond de l'APA devient de plus en plus important et que ça permettrait peut-être, au-delà des aspects littéraires, de faire des analyses sociologiques. Et excusez-moi de vous faire cette petite suggestion. Merci. Je voulais juste faire la remarque que dans les familles où il n'y a pas un intérêt particulier pour l'écriture, même pour la lecture, c'est très difficile les temps différents des générations. Il m'a fallu passer par l'écriture de séminaires de sociologie que j'avais parcouru
pour m'intéresser à la vraie vie de mon père. C'est-à-dire qu'on sait les choses de la famille, mais ce n'est pas le temps de poser des questions. On est dans la vie, on ne pose pas de questions, on écoute, c'est vague, c'est des témoignages familiaux. Et il a fallu, et en fait, c'est parce que je faisais ces séminaires que mon père, de 78 ans, a eu envie, parce que je lui posais des questions pendant ces séminaires sur sa vie, qu'il a eu l'envie d'écrire sur sa période de guerre. Et donc, ça m'a fait réfléchir sur le temps dans les familles. Il y a un temps où on est tellement pris par sa vie qu'on n'est pas dans le désir de savoir peut-être l'histoire des générations précédentes. Et par contre, il y a un temps où, peut-être que maintenant j'ai la chance d'avoir ce temps-là, où on est prêt justement à écrire. Et moi, j'ai déposé mes textes, non pas par désir d'être lu par... mais pour témoigner de ma vie, parce que n'était pas venu le temps pour la famille des enfants de poser des questions. C'était presque comme si je savais qu'ils sauraient que c'était là, et s'ils avaient des questions à poser, ils pourraient l'utiliser, les textes que j'avais déposés à la part. Donc j'ai été très sensible à ces temps différents dans des vies d'une famille. Voilà, c'est tout ce que... Alors moi, je n'ai pas déposé beaucoup de textes à la page, j'en ai déposé 3. Mais je voudrais vous parler du premier que j'ai déposé, qui a été fondateur, et qui parle de l'écho. C'était en 1999, après avoir d'ailleurs lu dans Le Monde une longue interview de Philippe Lejeune. C'est comme ça que j'ai découvert l'Association pour l'autobiographie. Et c'était un texte des mémoires de mon enfance africaine qui m'était revenu alors que j'étais au Burkina Faso, puis, alors que j'avais 40 et quelques années, au Burkina Faso, puis à Madagascar. Et ces mémoires-là, je les avais écrites sous forme d'un abécédaire que j'avais appelé, zut et autres mots, abécédaire d'une enfance africaine. Donc j'ai envoyé le manuscrit. Et il faut que je vous dise que j'ai pleuré, mais j'ai versé les larmes de mon corps quand j'ai reçu l'écho. Parce que l'écho, c'était un écho de Jacqueline Brisson. Donc je ne connaissais personne à la page, je ne connaissais rien. C'était l'écho de Jacqueline Brisson qui était bouleversant dans sa façon de lire mon manuscrit, mais j'espère que je ne dévoile pas quelque chose de trop personnel en disant que cet écho était accompagné d'une lettre de Jacqueline que je garde précieusement, et je pense à ces filles qui ne sont pas loin là, une lettre que je garde précieusement parce que ce que me disait Jacqueline, c'est que ce texte avait évoqué beaucoup de choses pour elle, parce qu'au moment où moi j'étais petite fille, entre l'âge de 5 ans et 7 ans à Dakar, Jacqueline Brisson était à Dakar, mais elle est de la génération de mes parents, et elle était professeure au lycée Van Vollenhoven. Je parle de la période coloniale, c'était la période coloniale. Et la lettre de Jacqueline était bouleversante parce qu'elle me disait à quel point tout ce que moi je racontais avec la mémoire de l'enfance faisait écho à la vie qu'elle avait eue à Dakar. Et les mots, puisque c'est un abécédaire, les mots que j'employais, c'était des mots qui lui parlaient. Et je dois vous dire, pour moi qui ne connaissais pas l'APA, de recevoir un tel écho, et surtout, en fait,
c'était plus qu'un écho. C'est ça que je tiens à vous dire, c'est que ça a été une rencontre de vie. Que moi, je me dise, mais là, cette femme qui a écrit, elle était à Dakar en même temps que moi. En même temps que moi. Ça, c'est quelque chose, et je n'en finirai pas d'être bouleversée. Et j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, j'étais tellement heureuse, et c'est ça qui a été mon entrée à leur partir. Voilà. Moi, j'étais aussi une petite fille, presque du même âge que toi. Quand j'ai lu ton texte, non seulement tu as parlé de ta maman qui venait mourir, et c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que je sais aussi, Anne qui est là aussi en témoigne, combien la part a été une dimension extraordinaire dans sa vie. Et elle a bien communiqué à certains de ses enfants, pas tous, mais particulièrement à Anne et à Jacques, qui étaient là aussi. Et du coup, nous nous sommes rencontrés, et de l'abécédaire est née une amitié extraordinaire, avec rien que par toutes ces translations, hein, c'est ça aussi, en fait. Ça peut être des lecteurs inconnus, ça peut être des lecteurs connus, on peut prendre sous un nom, mais là, effectivement, il y avait un récit d'enfance qui nous a réunis pendant très longtemps, et encore, voilà, et qui a fait revivre aussi sans modestie toute l'acuité et tout le regard de ma mère sur les manuscrits. Merci à tous. Ces belles et très, très émouvantes paroles. Moi, je voulais juste rebondir un petit peu sur la question qu'avait posée Véronique par rapport à la question de l'écho lorsque, parfois quand même, on a l'impression que ça ne colle pas. Au-delà des petites corrections, moi je sais que j'ai été confronté à la question, non pas que j'ai trouvé que l'écho qui a été fait soit détestable ou complètement à côté de la plaque, mais il me semblait qu'il ne touchait pas le fond vraiment du texte. Il était resté beaucoup sur un certain nombre d'aspects anecdotiques. Donc je me demande s'il ne serait quand même pas possible de prévoir par rapport aux échos le fait qu'il puisse, dans certains cas, y avoir la demande par la personne qui reçoit l'écho, sans que ça soit forcément dire que l'écho qui a été fait est sans intérêt, mais dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une fois un écho alternatif. Moi, je sais que finalement, pour moi, ça s'est fait. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons ça a pu se faire, mais voilà, je pense que c'est un problème réel qui peut se poser sans que ce soit un déposant mauvais coucheur ou qui va être toujours dans le négatif. Je crois que ça peut quand même arriver. Donc voilà, je tenais à dire qu'il fallait quand même rester ouvert à cette possibilité qu'il y ait d'autres, un écho alternatif. Voilà. Tout ce que vous avez dit sur Jacqueline Brisson, qui est là aussi, et voilà, c'est très émouvant, effectivement, d'entendre ça. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, nous avons été confrontés exactement à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire un écho qui finalement ne nous a pas convenu sur un texte familialement déposé, voilà, qui sur le fond finalement ne nous convenait pas exactement. Et la question qui s'est posée à ce moment-là, pour moi en tout cas, c'était mais à qui est destiné cet écho? C'est-à-dire que si un chercheur justement a envie de faire un travail sur ce texte-là, est-ce que l'écho tel qu'il est décrit, tel qu'il est écrit, est-ce que cet écho va lui donner une vraie indication sur ce qu'il va trouver dans le texte? Pour moi, c'était vraiment la nature de la réponse que j'ai fait à l'écouteur à ce moment-là, enfin que j'ai fait avec la famille derrière moi, mais nous ne retrouvions pas les ingrédients essentiels qui nous paraissaient essentiels. Et ça, pour moi, c'est une vraie question de ces échos-là.
Et vous avez obtenu un écho alternatif? Non, on n'a pas un écho. On a obtenu des révisions de notre écho. Voilà. Et puis après, à un moment donné, on a essayé de se faire effectivement la description. Enfin, moi, je n'avais pas à ce point-là conscience du fait que l'écouteur était à ce point-là titulaire de son originalité, de son regard. Je veux dire, on s'en est parlé et on s'est dit ça entre nous. Ben oui, c'est son regard et on doit le respecter. Mais voilà, ça nous a vraiment interrogé sur qu'est-ce qu'il allait rester de cet écho dans le catalogue, qui du coup allait pouvoir être peut-être plus pertinent justement pour un œil assez différent. Tu voulais... Non, mais viens là, s'il te plaît. Tu peux me filmer en plus? Bah oui, avance-toi, là, je t'en prie. Merci, bonjour Voilà. à tous, merci. Je n'ai pas pu venir ce matin, mais je suis vraiment comblée par tout ce qui a été dit aujourd'hui, cette relation souvent délicate entre le déposant ou l'écriveur ou l'écrivain et le lecteur, hein. L'écoutier, comme vous dites, c'est bien aussi. La première fois que j'ai déposé un texte, à la page, je ne connaissais absolument personne. C'était le fruit d'une longue relation entre le typographie, moi, mon boulot de prof, les textes de Philippe Lejeune, etc. Et puis un traumatisme de jeunesse, parce que j'écrivais beaucoup de journaux intimes, et j'essayais toujours de les dissimuler. Ma mère arrivait toujours à les trouver, et s'en suivait des scènes et des représailles qui ont fait qu'un jour, mes cahiers noirs, comme je les appelais, mon paquet de cahiers a disparu. J'ai jamais su si ma mère les avait fait disparaître ou si c'est moi qui les avais tellement bien cachés que j'ai pas été capable de les retrouver. En tout cas, après ça, après cette perte de journaux d'adolescence, j'avais déjà 20 ans à ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire des journaux intimes, c'est tout. Donc c'est revenu beaucoup plus tard, sous d'autres formes. Et la première fois donc, que j'ai déposé un texte un peu personnel à la pâte, j'ai eu un écho signé de quelqu'un, et j'ai bien aimé, j'étais contente, et je suis ensuite venue à une rencontre, et là, j'ai rencontré à table la personne qui avait signé l'écho, et je lui dis, on a tout de suite sympathisé, je lui dis, alors, c'est vous qui avez lu tel texte? Et il me dit oui, et je m'en souviens très bien, et il se rappelait ce que j'avais écrit. Et là, j'étais émerveillée. J'ai dit, avec tous ces textes qui arrivent, comment est-ce que cette personne a pu se souvenir de moi qu'elle ne connaît pas du tout? Voilà, c'était Bernard. Hein. Et bon, j'ai continué un peu après, j'ai fini par écrire un récit autobiographique, La petite fille aux sardinettes, et j'ai continué à écrire, mais j'ai arrêté d'écrire des journaux intimes très personnels, et continué à écrire des cahiers ou n'importe quoi. Et tout ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment important pour moi, parce que j'ai fait des études de lettres après l'aventure du journal intime. Je me suis beaucoup intéressée à l'autobiographie, à partager tout cet intérêt avec des élèves, puis des professeurs que j'ai mis en formation continue. Et à partir du moment où j'ai eu, dans les années 80-90, les analyses éclairantes, les livres de Philippe Lejeune, ça a beaucoup changé mon rapport à l'enseignement de ce type d'écriture. Donc, je pense que je ne suis pas la seule, hein, j'enfonce les portes ouvertes, mais il faut le dire quand même. Voilà. Et ben, merci à tous. Hein. Si quelqu'un veut parler, il va falloir rendre la salle. Il va falloir conclure parce qu'il est 5h30. alors une dernière. Non, je voulais passer le micro à quelqu'un. Encore une question? Alors, viens là. Si ça t'ennuie pas, tu viens là. Oui, t'es là-bas. Merci. Juste par rapport à ce qui vient d'être dit, là, s'il te plaît. Les seules lectures dont je me souviens très bien, c'est les lectures dont j'ai fait l'écho. Beaucoup plus encore que des livres qui sont édités, que je lis comme ça, un peu vite. Et là, c'est très attentivement et je m'en souviens toute ma vie. Vos témoignages, je crois on voulait prévoir une journée de déposants. Je crois qu'on aurait fait effectivement la prochaine fois parce qu'il y a pas de cas. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à écouter. Je vous remercie. Alors, je ne veux pas savoir à quel point je suis heureuse que
l'on ait parlé de Jacqueline Brisson. Mais Jacqueline Brisson, c'est le modèle inaccessible. Pour moi, ça a toujours été le modèle inaccessible au niveau des échos. Bien sûr, elle avait toutes les qualités, mais en matière d'écho, c'est un tel bonheur de relire ces échos dans le garde-mémoire. C'est vraiment. Mais c'était la reine de l'écho. On est tous d'accord ici. Je veux dire, personne n'a jamais pu faire d'aussi beaux échos que ceux qu'écrivait Jacqueline. Donc, on essaie, mais on sait bien qu'on ne pourra pas quand même atteindre cet idéal. Alors, je voulais vous remercier, puisque avec 5h30, remercier à nouveau donc, Elisabeth, les intervenants pour leur participation à cette table ronde, qui ouvre quand même des pistes à une nouvelle réflexion là, sur les liens entre les déposants des donateurs et l'APA. Vous remercier aussi toutes et tous dont la présence nous permet de renouer enfin là, avec de vrais échanges. Et vous signalez aussi que le numéro 89 de la Faute à Rousseau, apparaître donc en février 2022, publiera un dossier sur le thème de cette table ronde. Ce sera le premier message de l'année des 30 ans. 2022 sera l'année des 30 ans de l'APA. Et je voudrais remercier aussi Martine, notre cinéaste. Bon, il y a quelques erreurs de plan. Hein. C'est bon. Il faut être généreux, il y a des erreurs de plan. C'est ma première captation. Alors, donc, je suis sûre, Martine, que dans 30 ans, pour les 60 ans, ton film sera projeté. Alors, on ne sera peut-être pas nombreux, Raphaël nous racontera. En tout cas, je vous remercie tous. Et je voudrais aussi, pour conclure, vous signaler que la prochaine rencontre de l'APA aura lieu le 29 janvier 2022 à la Maison des associations du 10e arrondissement pour présenter le cahier confinement. Là. Le cahier consacré au texte écrit pendant le confinement et cahier donc, dont s'occupe Elisabeth Gros-Chapuis. Merci encore beaucoup à vous tous et à